Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1, mais également en DAB+, mais aussi en vidéo illustrée dans les différentes pages Facebook, soit de la radio, soit de la page Facebook Esprit Paranormal, et également sur YouTube. Donc, chères auditrices et auditeurs, merci, et internautes également, merci d'être à l'écoute des vendredis de l'étrange que j'ai le plaisir d'animer en collaboration avec le professeur Yves Lignon. Yves, bonjour. Bonjour Georges. Alors Yves, si vous permettez, j'aimerais rajouter 2 mots. C'est que d'abord, vous êtes scientifique, mathématicien, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Toulouse, mais vous êtes un scientifique qui vous intéresse également, et depuis de nombreuses années, aux phénomènes paranormaux. Vous avez créé d'ailleurs le laboratoire de parapsychologie à Toulouse, et vous êtes auteur de nombreux ouvrages traitant de ce sujet. Et je sais que vous êtes passionné d'histoire de notre région, et pas que. Et uniquement, eh bien écoutez, ça tombe très bien car nous sommes ici, l'émission est délocalisée au château Bon Repos Riquet, sur la commune du même nom. Et nous avons le plaisir d'être accueillis par son maire, Monsieur Philippe Seille. Monsieur Seille, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, merci de nous recevoir dans l'antre de ce château dont l'histoire est assez passionnante, car de par son histoire, bien sûr, Pierre-Paul Riquet, le créateur du canal du Midi, mais aussi la légende de Dorothée, l'arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet, qui, paraît-il, planerait, hanterait ce château. Mais ça sera pour la seconde partie d'émission, et nous laisserons la parole également, bien sûr, au professeur Yves Lignon, qui est spécialiste de la question. Voilà, donc avant de vous laisser le micro, monsieur le maire, je souhaiterais présenter quelqu'un que vous connaissez bien. Il est de votre région depuis quelques années. Il a été maire adjoint d'une commune avoisinante. Et je sais, Jean-Claude, on se connaît, hein, on va se tutoyer, je sais que tu es un passionné d'histoire, particulièrement de Pierre-Paul Riquet. Je pense que tout à l'heure, tu auras quelques anecdotes à nous fournir. Voilà, mais dans l'immédiat, je vais céder le micro à monsieur le maire pour qu'il nous parle de l'histoire de ce château qui date de 16e, 17e siècle. 17e. Oui. 17e siècle, en fait, à l'endroit où nous sommes, avant 1651, vous avez un château fortifié qui permettait aux habitants du village de venir se réfugier quand il y avait des problèmes ou des risques. Donc tout le village de Bon Repos Riquet était juste sur le parc, juste devant le château. Donc ça permettait aux villageois de venir très rapidement se mettre à l'abri. Vous avez des douves, mais qui sont des douves sèches, qui n'avaient de caractère défensif que ce qu'on voulait laisser entendre par douve. C'était une place forte. Voilà, c'était un château fortifié. Et quand Riquet arrive ici, il arrive en 1651-1652. Il est à la recherche d'un domaine avec énormément d'hectares. Et en fait, il a besoin de retrouver ses lettres de noblesse que sa famille a perdues il y a quelques années. Riquet est d'origine italienne, Riquetti. Et donc, quand il arrive ici, le château, c'est intéressant. Il y a intéressant au point de vue, de son point de vue, puisque c'était qu'une place forte en ruine, en quelque sorte. C'est intéressant parce que c'est proche de Toulouse. Et il est proche d'une personne qui est très influente auprès de Colbert et Louis XIV, qui est l'archevêque de Toulouse, Anglure de Bourlemont. C'est intéressant parce que dans les 3 projets de tracé de canal qu'il a, il y en a un qu'il privilégie, c'est celui qui va passer dans la vallée du Giroux, qui est juste là. Donc il aurait dominé le canal. Du point de vue géographique, pour lui, c'était fantastique. Et vous avez donc une topographie du terrain, donc avec ce qu'on appelle la vallée de la Garenne, là, qui lui donne l'idée de faire son démonstrateur, dont on parlera un peu plus tard. Démonstrateur qui est un petit peu le clou de la visite quand on vient découvrir Bon Repos, le château de Pierre-Paul Riquet, qui est en fait un démonstrateur qui lui a permis de convaincre les émissaires du roi. Une sorte de maquette.
Alors, Non. certains disent une maquette, certains disent une machine hydraulique, parce qu'au XVIIe, une machine hydraulique, alors c'est pas avec plein d'engrenages et de moteurs comme on l'entend aujourd'hui, c'est un principe hydraulique. En fait, il fait un démonstrateur. D'accord. Il va réaliser en miniature le barrage de Saint-Ferréol, c'est-à-dire une retenue d'eau de 2 hectares, qui est alimentée par 2 petits ruisseaux, et donc une digue et un morceau de canal qui fait 250 mètres de long. Et ça va lui permettre de montrer la faisabilité de son projet. Donc, que faisait-il avant Pierre-Paul Riquet, alors comme métier? Pierre-Paul Riquet, c'est un collecteur de gabelles. D'accord ? Il va gravir les échelons jusqu'à devenir fermier général de la gabelle pour le Languedoc et le Roussillon, là, qui récemment est rendu par l'Espagne à la France. Et il va s'enrichir comme ça. Ah d'accord, c'est ce qu'on appelait fermier général. C'est le fermier général des gabelles, Oui. tout à fait. Et il collecte donc pour tout le Languedoc et le Roussillon. Et moi, ça me fait toujours penser au film un petit peu avec avec Louis de Funès et Yves Montand, quand, vous savez, il collecte l'impôt, Ah il dit oui, ça c'est pour le absolument. roi, ça c'est pour moi. Absolument. Bon, en fait, je pense qu'il collecte et il a une partie qui lui revient. Il va s'enrichir comme ça. Très bien. Donc, coup de cœur pour cet endroit. Voilà. Il construit une construction qui va durer combien? Alors, il coup de cœur avec une construction qui démarre en 1656 et qui va durer une dizaine d'années, jusqu'en 1666. Et 766, il a d'autres chats à fouetter, puisque 766, c'est la date officielle du démarrage du canal du Midi, le premier coup de pioche D'accord. du canal. Ah, mais moi je pensais qu'il avait eu l'idée dès qu'il avait habité dans ce château. Alors, il l'a avant, je Ça a pense. barjoté bien avant, alors. Oui, ça barjotait bien avant. L'idée de faire un canal entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, elle ne date pas de Riquet. Ça date des Romains. Hein. On avait très bien compris que prendre un bateau pour traverser le Portugal, le détroit de Gibraltar, payer des taxes au roi d'Espagne, tous les pirates qui vous attaquaient, etc., c'était un voyage qui était assez long. Donc depuis très longtemps, on avait compris qu'il fallait faire une voie d'eau. Mais tout le monde s'est heurté à comment alimenter en eau toute l'année un morceau de canal de plus de 240 km, puisque 240 km, c'est que de Toulouse à Sète. Oui. Donc vous avez après toute la partie Toulouse à Bordeaux. Oui, toute la partie atlantique. Voilà. Voilà, c'est un projet titanesque, ça. Alors qu'il aurait pu être à la retraite tranquille ici, ça a été le but de sa fin de vie, en quelque sorte. Moi, je pense que Riquet, alors certains l'appellent ingénieur, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il n'y connaissait rien en hydraulique. D'ailleurs, il le dit dans la célèbre lettre à Colbert qu'il envoie d'ici, d'ailleurs, en 1662. Riquet, c'est un homme d'affaires, brillant homme d'affaires, qui doit réaliser donc un canal qui fait 240 km. Il aura 12 000 employés sous ses ordres pendant 10 ans. Et avec les moyens de l'époque, avec la pelle et la pioche, et les moyens de communication de l'époque, vous C'est imaginez la tâche et l'ampleur de la réalisation. Je vous le dis, titanesque. Et donc, pour moi, c'est un homme d'affaires brillant. Et il a besoin, en fait, d'une voie d'eau, parce que les routes, déjà, ce n'est pas les jolies autoroutes que l'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de chemin de fer. Les routes ne sont pas sûres. On se fait attaquer par les bandits ou les brigands. Donc, il a aussi besoin d'une voie d'eau pour transporter son sel. Et oui. Eh oui. Donc, il n'est pas philanthrope. Hein. Il a très bien compris que la voie d'eau va lui servir à lui pour transporter son sel et il va pouvoir taxer toutes les marchandises qui vont circuler sur le canal. Effectivement. Donc, il propose le projet à Colbert. Alors, Colbert qui est venu ici pour voir le démonstrateur, non? Non, ni Colbert ni Louis XIV. Alors, en fait, donc, il réalise son démonstrateur ici et il fait venir donc, les émissaires du roi et l'archevêque de Toulouse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très influent auprès de Colbert et Louis XIV. Donc Anglure de Bourlemont vient ici, il va leur faire la démonstration en leur disant, voilà, avec une grande retenue d'eau, je vais pouvoir alimenter toute l'année un morceau de canal, j'en ai fait l'expérience, ici ça fonctionne, ça doit marcher. Et donc il leur offre un superbe repas, on a le menu d'ailleurs à la cave du XVIIe au sous-sol du château là, qui leur a été servi. Et puis il envoie donc du château là, ce qu'on appelle la lettre à Colbert, où il demande la concession du canal du Midi. Donc tout est parti d'ici. Vous êtes, je dirais, à la genèse du canal du Midi. Est-ce qu'on pourrait, dans le fond, le comparer aux hommes d'affaires du XIXe siècle qui investissaient dans le train? Oui, il va investir, je Lui, dirais... il a investi dans le canal. Un tiers, c'est lui qui finance. Et en fait, pour moi, on est à l'époque avec un Louis XIV qui est brillant lui aussi. Il va faire ce qu'on fait aujourd'hui avec les concessions pour les autoroutes. Il va donner une concession perpétuelle à Riquet, à condition qu'il finance.
Donc une partie est financée par le roi, par l'État, une partie est financée par les communes qui sont traversées par le canal et une partie par Riquet. Oui, c'est une entreprise très moderne dans son C'est une esprit. entreprise très moderne, oui, oui. C'est Louis XIV est en avance sur son temps, brillant. Il a la chance d'avoir Colbert aussi à ses côtés, et puis d'avoir des hommes comme de Riquet. Il a Colbert, il a Vauban, il a André aussi. Quelle époque! Il a des ingénieurs brillantissimes qui vont aider Riquet, évidemment, à la réalisation du canal. Donc il a vécu ici avec son épouse, ses enfants, je présume. Tout à fait. Donc, en fait, lui, à mon avis, il ne devait pas y être souvent. Parce que 240 km à cheval, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, et bon, il faut au moins plus d'une semaine pour aller à Sète. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait passé énormément de temps ici, mais toute sa famille, oui, bien sûr. Oui. Donc on en reparlera tout à l'heure de son arrière-petite-fille qui habitait ici. Alors, qui habitait ici, bien sûr. Voilà, Dorothée. Et justement, je vais céder la parole à Jean-Claude, parce que toi qui es un passionné justement du château Pierre-Paul Riquet, et par le personnage, tu me disais c'était quelqu'un de fabuleux. Et quelques anecdotes, justement, Jean-Claude. Oui, plus par le personnage que par le château, parce qu'en fait, je me suis intéressé, c'est curieux, quand j'ai commencé à être élu, et que j'ai découvert un peu le château, et c'est vrai, et je me suis rendu compte, j'ai pris des notes, parce que c'est phénoménal. Ça fait 400 ans que le canal existe. Ça fait 400 ans qu'il constitue un développement économique et touristique pour toutes les régions qui traversent, Toulouse à Sète. Il est réputé mondialement. Il accueille chaque année des milliers de visiteurs. Alors maintenant, c'est à bicyclette, c'est à pied. Il y a 350 entreprises qui en dépendent. Plus de 2000 emplois dépendent du canal, sont directement liés aux activités du canal. Enfin, c'est phénoménal. Les retombées économiques, quand j'ai fait ça, étaient estimées à 122 millions d'euros. C'est quand même pas une paille. Et puis bon, il influe sur le développement territorial, 2 régions, 3 départements, 47 communes, etc. Et c'est ce qui m'a, à l'époque où je me suis un peu intéressé à l'économie des communes, j'ai dit, ça c'est un truc qu'il faut piocher, quoi. Et je me suis intéressé à toute l'histoire du... Alors ça, c'est pas une anecdote, mais... Oui, mais tu le décris comme un homme hors du commun. Ouais, mais... Il était en avance socialement, puisque il imposait les repos hebdomadaires à ses ouvriers, les congés payés. Et ils étaient payés quand ils ne pouvaient pas travailler. Il avait fait une sorte de sécurité sociale. Il les indemnisait un petit peu quand ils étaient malades. Tous les gens qui travaillaient sur le canal étaient logés pour une somme modique de 2 sols, je ne sais pas ce que ça peut faire en euros. Voilà, il avait fait, il était à l'avance sur son temps, quoi. C'était presque notre époque. Et je rajouterais quand même qu'à l'époque, les ouvriers qu'il a sur le chantier, quand c'est la période des moissons, ils arrêtent de travailler, ils vont faire les moissons. Donc, toutes ces avancées qu'on lui prête, quand on est payé, quand on est blessé, etc., c'est en fait pour fidéliser les ouvriers sur le canal, pour qu'ils reviennent. Absolument. Oui, parce que sinon, ils arrêtent de creuser et c'est extraordinaire. Ils vont faire les travaux au champ. Eh oui, absolument. C'était un businessman et un fin limier quand même, mais un homme porté sur le social, indiscutablement. Mais pour une anecdote qui m'a beaucoup amusé, c'est que c'était une famille de juristes. Son père était directeur, Philippe. Il n'est pas directeur, il était inspecteur général, je crois. Il faisait partie de l'académie du Languedoc, c'est un personnage très important. Et là, il y a eu un monsieur qui s'est appelé en 1818, un monsieur qui s'appelait Bernard Haribat, qui avait déposé un projet de canal pour relier Toulouse à Narbonne. Et un des personnages qui a été réticent en disant que c'était l'hallucination d'un fou, c'était le père de Pierre-Paul Riquet qui a dit « Attends, c'est pas possible », comme ça. Et quelques années après... Alors que Pierre-Paul Riquet avait 10 ans à l'époque. Oui, à peu près. À peu près. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dites-moi, ce château est resté dans la famille, je crois, jusqu'en 1836. Ça doit être ça. Alors, oui. Pas vraiment toute... Non, 1836. Ah, bon. J'ai lu ça. Ah, là, je suppose. Et il est passé ensuite de main en main. Et après, il est racheté. Et le dernier propriétaire est en fait, c'est le colonel Fournier qui rachète le château juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il vient s'installer ici avec sa femme.
Et ensuite, en vieillissant, ils ont eu besoin un petit peu d'assistance. C'est une de leurs filles, Odile Fournier, qui a quitté Paris pour s'installer ici, et c'était la dernière occupante du château. D'accord. Et ensuite, donc, le château, la municipalité l'a racheté, si j'ai bien compris. Voilà, donc mon prédécesseur, en 2007, Oui. préempte, puisque le château était en vente, et donc on préempte, et le château est racheté le 31 décembre 2007 avec l'aide du département, qui finance quand même 55% de la région et 20% à la charge de la commune. Donc, la commune possède le château et combien d'hectares autour du château? Vous avez 28 hectares. 28 hectares. Oui, savez-vous pourquoi il n'est plus resté dans la famille? Il n'y a plus d'héritier. Je l'ai su. Non, en fait, déjà à la Révolution, Oui. le château sort de la famille Riquet. Il est racheté par quelqu'un qui n'a rien à voir au niveau descendance, mais il revient dans la famille Riquet en 1800 et quelques, jusqu'en 1836. Sans doute avec la Restauration. Et après, je sais, honnêtement, je l'ai su, mais je ne saurais pas vous dire. Donc, ce qui est important, c'est que, disons, dans le premier tiers du 19e siècle, le château n'est plus le château des Riquet. Il a des propriétaires privés. Tout à fait. Totalement. Et je présume quand même que le coût d'entretien pour une commune doit être important de ce château. Alors pour nous, c'est insurmontable. La commune de Beaurepaire-Riquet, c'est 310. Alors comment vous financez alors l'entretien? C'est 310 habitants, donc vous imaginez qu'avec un budget de 200 000 euros par an, on ne peut rien faire. Très difficile. Donc quand on a racheté, donc 31 décembre 2007, rachat du château, élection municipale 2008, avril 2008, je me présente sur la liste avec mon prédécesseur, donc on est élu, et je lui dis, écoute, si ça t'intéresse, moi je suis passionné par le patrimoine, je veux bien m'occuper du château, donc il accepte. Et donc j'arrive ici, je n'étais jamais rentré dans le château, parce que c'est une propriété privée, donc je n'avais pas à y rentrer. Et c'était la forêt vierge. Imaginez un site il est complètement délaissé. Complètement délaissé, abandonné depuis 30 ou 40 ans. Donc la nature avait complètement repris ses droits. Toutes les allées du château, tout avait disparu par la végétation. Je me suis cru en Équateur, dans la forêt amazonienne. Et là, je me suis rendu compte de la tâche que l'on avait sur le dos, qui était vraiment trop compliqué pour une petite commune. Et là me vient une idée, je dis on va lancer une opération de débroussaillage, parce que les bassins d'essai étaient... Alors vous voyez plus du tout les bassins d'essai, c'était une forêt. Et donc j'envoie un mail, un papier à la population leur disant citoyens, à vous débroussailleuses. Et je lance donc un samedi... On a besoin de bras. Voilà, on a besoin de bras, à vous débroussailleuses, et non pas aux armes citoyens. Et 150 personnes répondent présents. Donc il y avait des personnes de bon repos, bien sûr, du village, mais aussi de l'extérieur, des communes limitrophes. Et en une journée, on avait abattu tous les arbres du bassin, on avait remis le bassin. Et de là est née l'idée de créer une association, non seulement pour le problème d'encadrement des bénévoles, d'assurance et de tout ce que ça pouvait impliquer. Donc on a créé une association qui s'appelle aujourd'hui le SVDBR, Sauvegarde et Valorisation du domaine de Beaurepaire-Riquet. Sauvegarde du patrimoine local. Donc c'est 190 bénévoles aujourd'hui. Donc en perpétuelle augmentation. Des gens qui, depuis 12 ans, s'impliquent pour nous, il y en a qui viennent même de Bordeaux, pour venir une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, faire des tâches. Alors, vous avez des personnes qui vont travailler à l'intérieur du château, d'autres qui vont travailler à l'extérieur. Et progressivement, ça nous a permis de réouvrir toutes les allées et le rendre visitable aujourd'hui, puisqu'on accueille, donc on est ouvert l'été du mardi jusqu'au dimanche. Vous avez 2 visites par jour et on accueille de plus en plus de visiteurs pour pouvoir, pendant 2 heures, leur expliquer toute l'histoire du château. Absolument. Donc, visite du château, visite du parc. Tout ce qu'il y a à découvrir à l'extérieur, parce que vous avez le château, qui en lui-même n'est pas si exceptionnel que ça. Non, mais c'est toute l'histoire du château qui compte. Tout ce qui va avec. Non, mais je veux dire, il y a des châteaux beaucoup plus jolis ou beaucoup plus importants. Oui, bien entendu. Ce qui est important, c'est le domaine. Et vous avez dans le domaine des choses exceptionnelles. Parce que, donc, si Riquet va mourir fortement endetté, certains disent ruiné, mais bon, pour moi, il n'était pas ruiné, il avait des créanciers, il était fortement endetté.
Ce sont ces enfants qui vont, avec le fonctionnement du canal du Midi, commencer à rembourser les dettes. Et en fait, ce sont les petits-enfants qui vont s'enrichir et de faire du château au XVIIIe. Ils deviennent une des familles les plus riches de Midi-Pyrénées. Donc on va copier Versailles et mettre dans le parc plein de choses qu'il faut venir découvrir. Vous avez une orangerie qui date donc de 1750, qui est une des plus belles orangeries du sud-ouest de la France. C'est un bâtiment sur lequel on fait énormément de travaux actuellement, qui devrait être disponible au mois d'octobre et qui va nous permettre justement de recevoir des entreprises pour des séminaires, essayer de leur faire découvrir le lieu et surtout qu'ils valorisent le côté entrepreneurial de Riquet. On va essayer de mettre ça en avant. Très bien. Et on pourra associer même une visite Retour guidée. aux sources. Voilà, une visite guidée. Mais je pense que pour un patron d'entreprise qui veut un petit peu booster ses troupes, ses cadres, de venir ici où a vécu cet homme brillant, je pense que c'est une bonne chose. Ah oui, absolument. Pour les ressourcer, c'est extraordinaire. Tout à fait. Donc vous avez l'orangerie, vous avez une grotte. Alors c'est une grotte de fraîcheur. Donc une grotte de fraîcheur, vous en avez plus que 3 ou 4 en Tiens, on aurait pu d'ailleurs faire l'émission dans cette grotte. On aurait pu faire l'émission dans la grotte de fraîcheur. Quoique, il fait frais quand même dans ce château, hein. C'est une grotte qui tout juste vient de recevoir des archéologues qui ont fait des découvertes à l'intérieur. Donc le sol originel, certaines séparations des petits murets qui sont d'origine. Et cette grotte, elle date du XVIIe. Et la grotte de fraîcheur ou grotte nymphée, c'est une mode italienne du XVIIe. Et Riquet est d'origine italienne. Donc, signe extérieur de richesse, il va mettre cette grotte dans son parc. Et vous avez une glacière. C'est extraordinaire, ça. Et vous avez une glacière. Donc la glacière, c'est le frigo de l'époque. Oui. C'est un cylindre qui fait 5 mètres de diamètre sur 7 à 8 mètres de profondeur, dans lequel on va pouvoir stocker une centaine de tonnes de glace. Et ça va vous permettre toute l'année, une grande partie de l'année, de pouvoir conserver les fruits de mer, faire des sorbets, C'est formidable. qui sont les desserts à l'époque courus. Oui. Et cette glacière, on a, pareil, il y a 15 jours, commencé ces travaux de restauration, financés par les aides de l'État, du président de la République, un petit peu pour rebooster l'économie. Donc on a eu 100% d'aide pour remettre cette glacière en état. Et donc on pourra visiter tout ça à partir de quand alors La glacière, la grotte, la glacière. La glacière fin d'année. Oui. L'idée, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur et se rendre compte de ce cylindre, qui est Oui. assez superbe. Et puis, la grotte est aujourd'hui visitable, pas de problème. Donc, il manque la phase 2, qui est une phase de mise comme c'était au XVIIe. C'est-à-dire qu'on va remettre, il y a des incrustations de coquillages, avec les monuments historiques, on va voir ce qu'on peut faire. Et l'orangerie, elle, devrait être opérationnelle fin octobre de cette année. Oui, alors, de beaux projets en Voilà. perspective. Hein. Beaucoup de choses à venir découvrir. Ah, absolument, on conseille vivement les habitants de Toulouse, la région et bien sûr les autres à venir visiter le château Pierre-Paul Riquet à Bon Repos. Voilà, et tout ça, on y arrive malgré nos petits moyens. Ah, c'est magnifique, je vous félicite. Hein. Voilà, avec l'aide de l'État, l'aide du département, de la région et surtout les mécènes. Donc on a des mécènes comme le groupe Mapei, qui est une société italienne, qui donc fait du béton ciré. Je ne sais pas si on peut faire un peu de publicité Bien entendu. à la radio, mais ce sont des gens extraordinaires parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant on veut faire du mécénat, mais pas une seule fois. On veut du mécénat sur du long terme avec vous. Donc ils nous ont financé 50% des travaux de la grotte et ils nous fournissent tous les produits. Dès qu'on a besoin de colle, d'adjuvants, de produits d'étanchéité pour restaurer les fenêtres, les volets, etc., c'est eux qui nous les fournissent. Ils nous disent « Venez vous servir, vous avez accès à tous nos produits ». Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment un mécène. Absolument, absolument. Et au niveau restauration propre du château, parce que j'ai vu qu'une des tours a été en partie restaurée en arrivant. Alors ça a été les premiers travaux réalisés sur le domaine. Quand on avait démarré en 2008 du débroussaillage, c'était les douves. Imaginez les douves avec une végétation. Les douves n'existaient plus. Donc on avait commencé à débroussailler les douves et on avait mis le point de ravitaillement en eau à côté du château. Et dans la nuit, toute une partie de la tour est tombée là où on s'était mis. Donc ça devenait important de restaurer cette tour. Et ça a été financé avec l'aide du Crédit Agricole, la fondation du Crédit Agricole qui nous a aidés. Ça a été la première phase de restauration du château. Mais comme la toiture du château est bonne, elle avait été refaite... Ça, c'est énorme. Voilà, elle avait été refaite une dizaine d'années avant qu'on achète le château.
Je dirais que le château, c'est pas une de nos priorités. Nos priorités, c'était vraiment de sauver tous les bâtiments qui étaient en décrépitude complète. Comme l'orangerie, vous aviez des arbres. À côté du château. Voilà, vous aviez des arbres qui poussaient à l'intérieur, la toiture était tombée. Donc il fallait absolument sauver tous ces bâtiments. Donc on s'est vraiment axé surtout sur la sauvegarde de tout ce qu'il y a dans le domaine. Donc après la grotte, après la glacière, vos projets concernant proprement dit le château. Alors le château, c'est plus compliqué parce que personne ne veut nous aider pour le château. Et je pense que tout le monde a peur de mettre le doigt dans l'engrenage. Donc aujourd'hui, on a décidé, nous les bénévoles, déjà de refaire les fenêtres nous-mêmes, de refaire les volets. Donc vous avez toute une équipe. C'est bien ça. Vous avez toute une équipe qui fait un boulot formidable de restauration avec les produits qu'on nous fournit, la société Mapei. Et après, il me faudrait aujourd'hui avoir un projet, c'est-à-dire quoi en faire. Et là, ça fait un moment qu'on réfléchit. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de ce château ? J'avais été en contact à l'époque avec un groupe hôtelier qui faisait des restaurations dans des monuments historiques, qui était très intéressé. Puis bon, ils avaient d'autres chats à fouetter, donc ils ne pouvaient pas tout suivre en même temps. Mais je suis ouvert à toute proposition. À toute proposition. Moi, mon rêve, c'était d'en faire un parador, comme on trouve en Espagne. Oui. De restaurer ces monuments anciens pour en faire un hôtel 5 étoiles. On peut faire quelques chambres de luxe dans le château et puis construire sur le domaine un complément de chambres pour recevoir. Quand vous allez louer l'orangerie pour un séminaire d'entreprise, il peut bien aussi d'avoir le logement des cadres. Absolument. Voilà. Ça peut intéresser des promoteurs immobiliers. Hein. Complètement. Je suis ouvert à toute proposition et je me dis qu'un jour, à force de faire connaître le domaine, quelqu'un viendra nous voir. Mais c'est sûr, à en parler, bien entendu. Et est-ce qu'il y a une proposition que ce château soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors, ça, il y a eu une suggestion. Oui, il y a eu. On a essayé de pouvoir être classé à l'UNESCO, et on nous a fait comprendre que, en fait, il valait mieux faire un rattachement, puisque le canal est déjà classé à l'UNESCO. Un rattachement était beaucoup plus simple. Sauf que faire un rattachement, c'est comme si vous preniez la place d'un autre site. Et comme la France est richement dotée au niveau des sites patrimoine UNESCO, on nous a fait comprendre que nous n'étions pas prioritaires. Donc je crois qu'il faut laisser tomber cette idée-là. Cette idée-là, si elle voit le jour, à mon avis, c'est pas demain la veille. Ouais. Donc aujourd'hui, on est Maison des Illustres, on est site remarquable de Midi-Pyrénées, associé au grand site. Donc c'est déjà bien. Puis on est basé entre Toulouse et Albi, qui sont des sites aussi classés, Albi classé à l'UNESCO. Absolument. Donc je pense très belle région. Les gens qui vont à Albi, indiscutablement, ils peuvent faire un petit détour vers Bon Repos. Et j'ai vu qu'il y avait un autre château Bon Repos qui existait en Isère, à Jarry. Absolument. Oui, il y a des belles castors. Qui aurait un fantôme également, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Beaucoup de châteaux. Je voulais vous demander, monsieur le maire, vous ne pensez pas en faire un lieu culturel du chapeau Pourquoi pas? Oui, avec une compagnie en résidence, par exemple. Ça se fait à certains endroits. Ce sont des idées qui ont été évoquées. Je ne sais pas si c'est d'un bon rapport financier, un lieu culturel. C'est certainement d'un moins bon rapport financier qu'un lieu hôtelier. Il faut, à mon avis, arrêter de faire des lieux qui ne couvrent pas les frais de fonctionnement. Oui. C'est une aberration aujourd'hui. Quand on fait quelque chose, il faut un projet qui au moins couvre tous les frais de fonctionnement. Mais sans dénaturer, bien sûr, l'esprit du château. Oui. Bien sûr, mais on voit trop de sites ou de lieux qui coûtent énormément d'argent, parce que pas assez de fréquentation ou trop de coûts liés à l'entretien. Et ça, ma commune n'a pas les moyens de payer tous ces investissements. Parce que c'est bien joli de me retaper le château, mais si la commune doit derrière avoir tous les frais de fonctionnement, c'est même pas la peine d'y Oui, ça c'est vrai que les artistes, ça coûte cher. Donc oui, on a besoin du culturel. Oui, ça fait partie des idées qu'on évoque, mais il me faut un projet rentable. Et quand je dis rentable, c'est pas pour gagner de l'argent. Rentable, c'est pour au moins couvrir tous les frais. Vous envisagez aussi des festivals, organisation de festivals dans le parc, festivals d'été? Alors c'est des choses déjà qu'on réalise. Oui. Vous avez eu des concerts qui ont été réalisés dans le parc du château, dont un qui, le premier concert qu'on avait fait, ce sont avec des tributes. Les tributes, ce sont des groupes. Oui, absolument. Qui copient de Goldman, des Beatles, des Queen, etc. Et donc le premier groupe qu'on a reçu, c'était Pink Floyd.
Et ce groupe, ils avaient fait le maximum de visiteurs d'entrées qu'ils avaient fait. Je crois que c'était à Nantes, c'était 500 visiteurs. Et quand ils sont venus le faire à Bon Repos, ils ont eu 3200 personnes. Donc tout ce que l'on réalise dans le château est couronné de succès. Vous faites un vide-grenier sur la place du village, vous avez 3 personnes. Vous faites un vide-grenier dans le parc du château, vous avez énormément de personnes. C'est le château qui doit attirer. Qui doit attirer, absolument. Ça rend optimiste. Oui, mais moi je suis d'un naturel optimiste. Moi je suis une locomotive, donc toujours positif et optimiste. Et l'année dernière, par exemple, vous aviez des jeunes qui étaient venus visiter le château, on leur avait parlé de Dorothée, et ils sont revenus nous voir en nous disant, c'est une société d'événementiel, en nous disant on ferait bien un escape game au château. Genre Fort Boyard, version épouvante. Voilà. Sur le thème de la malédiction de Riquet avec le fantôme, est-ce que vous seriez d'accord ? Bon, on a réfléchi, puis on s'est dit c'est une excellente opportunité de faire connaître le domaine. Donc on a accepté, et au mois de juillet l'année dernière, ils ont reçu 8000 jeunes. 8000 jeunes qui ne connaissaient pas Bon Repos Riquet. Certains n'avaient jamais entendu parler de Pierre-Paul Riquet. Donc ça a été un coup de projecteur phénoménal sur le château. Mais je comprends. Et vous avez vu, donc 8000 personnes, ça a été un succès. J'en doute pas. Jamais ils n'auraient escompté autant de monde. Ah oui, c'était sur tous les réseaux sociaux, là, une pub extraordinaire. C'était original, hein, c'était vraiment dans l'air du temps. Alors, non, parce qu'il ne faut pas le refaire chaque fois au même endroit. Donc là, ils sont à Francazal cette année. Mais on va avoir au mois de... Pourquoi Francazal ? Parce qu'en fait, le site était disponible. Et oui. donc, ils ont fait la il y a une légende. De la zone 101. Il y a une légende aussi à Francazal. Oui. Dernière nouvelle. Ah bon. Donc, c'est en cours. C'est en cours, l'escape game. Et on en aura un pour Halloween, donc les 15 jours autour d'Halloween, qui sera fait ici au château cette année. Ben, j'espère qu'on aura le plaisir d'en reparler à la radio. Oui, bien sûr. Excellente idée, là, par contre. Et vous ne m'avez pas parlé du château dans les années 1940, où je crois que c'était un peu le fief de la résistance. J'ai entendu parler qu'il y a eu les SS, la Gestapo, qui était venue là, lieu de souffrance, de torture. Tout à fait. Et on a même d'ailleurs, au dernier étage du château, une croix gammée gravée dans une planche en bois. Donc l'armée allemande a occupé le château en 1940. Et il y a des aviateurs belges qui ont disparu, donc on se demande s'ils n'auraient pas été torturés ici et ensuite enterrés dans le coin. Bon, enfin, dans le parc. Hein. Peut-être dans le parc, mais oui, c'est la division qui, en remontant, a fait des alors dégâts. Il y a une charge. Il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle importante. Oui. Parce que du temps de la Bastide, de ce château, je suppose que ça devait être dans les guerres de religion. Il se passait quelques trucs aussi. Complètement, c'est un château fortifié parce que vous avez Verfeil qui est très actif au niveau du catharisme. Et exact. Donc, les guerres de religion, les villageois viennent se réfugier dans le château quand non, mais c'est pour ça, c'est passionnant, c'est extraordinaire. Eh bien écoutez, dans ce château, il y a la légende de Dorothée. Oui, si vous me permettez, on parlait de légende ou de tout ce qui se dégage du château. Vous avez aussi des personnages assez célèbres qui sont venus ici. Sous Riquet, vous avez un astronome qui s'appelle Jacques Vidal. Le château, à l'époque, a un observatoire au dernier étage. Et on vient faire ici les essais des premiers télescopes, les premières lentilles, et on fait des observations sur le nivellement du parc de Midi et certaines planètes de notre système solaire. Vous avez aussi un peintre célèbre qui s'appelle Antonio Verrio, qui est venu au château, qui a séjourné. Alors, il est plus connu en Angleterre qu'en France, malheureusement, parce qu'en fait, il est parti en Angleterre et c'est lui qui a fait toutes les peintures du château de Windsor. Et ici, au premier étage, vous avez des peintures d'Antonio Verrio sur un mur. Et au 18e, donc sous le petit-fils de Riquet, vous avez Adam Smith, qui est un économiste américain très célèbre, qui est venu séjourner au château. Vous voyez, il y a plein de... mais il y a toute une histoire. Il y a des choses à exploiter. Il y a toute une histoire, oui. Et pour exploiter, il faut investir. Et vous avez surtout de l'huile de coude, quand même. On a besoin d'huile de coude. Oui, mais il y a besoin aussi un peu de liquide. Et peut-être une dernière question. Les mécènes viennent vous voir ou vous allez les chercher ? Les deux. Quand en 2008, je reprends le domaine pour m'en occuper, je fais le tour des mécènes et tout le monde me dit « Mais monsieur, vous savez, la Fondation Total qui nous avait aidés sur la toiture de l'orangerie, en 2008 nous disent
c'est fini, on arrête, les thèmes du patrimoine, ce n'est plus à l'ordre du jour, maintenant on passe sur la petite enfance, le handicap, etc. Vous n'aurez rien. Et là, grosse désillusion pour moi, je demande à m'occuper du château et tous les médecins s'en vont. Et donc, je me rappelle, j'avais vu sur Internet un jeune Américain qui n'avait pas les moyens de financer ses études et puis qui, sur Internet, avait dit « aidez-moi à financer mes études », qui avait fait quelque chose de participatif et collaboratif. Et il avait réussi à financer ses études comme ça. Et en sortant de la Fondation du patrimoine, avec qui on avait passé donc, des accords pour la défiscalisation, me vient une idée, il me dit « mais on va prendre une photo du château », donc la façade est, à l'époque on m'avait dit il faut 20 millions d'euros pour restaurer le domaine. Donc je dis, on va prendre une photo du château, on va la diviser en 200 000 parties, qu'on va appeler un pixel. On va vendre chaque pixel virtuellement 100 euros. 100 euros fois 200 000, ça fait 20 millions d'euros. En se disant qu'il y a bien, sur 6 ou 7 milliards d'habitants sur la planète, il y a bien 200 000 amoureux du patrimoine qui paient des impôts. Et 100 euros défiscalisés, ça vous revient à 34 euros, puisque vous avez 66 euros de déduction fiscale. Et donc, on a lancé cette opération. Alors, je suis un petit peu à l'origine et fier, parce que ça a permis de lancer toutes les opérations que l'on trouve aujourd'hui sur Internet, collaboratif. Je suis un petit peu à l'origine de tout ça. On a réussi à avoir presque 100 000 euros de personnes qui ont acheté des pixels. Et ça nous a permis de financer énormément de choses dans le château. Ben, félicitations. Puis j'ai l'impression que vous êtes peut-être un descendant de Pierre-Paul Riquet. Qui sait? Bon, j'ai regardé l'arbre généalogique, non, mais bon. Eh bien, écoutez, je le disais il y a quelques instants, la légende autour de ce château, car le fantôme de Dorothée, arrière-petite-fille de Pierre-Paul Riquet, entourait ce château depuis de nombreuses années, et même son fantôme a été photographié. Mais là, je pense que je vais laisser le micro à notre ami le professeur Yves Lignon. Je pense qu'il a quelques questions à vous poser à ce sujet. Je vous laisse le micro, Yves. Bon, l'histoire du fantôme. Histoire du fantôme. On ne se demande pas si le fantôme existe. On se demande si l'histoire du fantôme existe. L'histoire du fantôme, elle a au moins ceci de particulier, c'est qu'en général, le fantôme est une jeune femme. Or, quand Dorothée de Cambon a été exécutée, elle avait 50 ans. C'est une originalité déjà. C'est pas un fantôme comme les autres. C'est pas un fantôme jeune. Non, mais elle est apparue au XIXe siècle, peut-être même plus tard. Et les gens, les premiers qui ont raconté l'histoire du fantôme, on a dû leur demander « Mais pourquoi parlez-vous de fantôme ?» Et qu'ont-ils répondu? Alors, si on revient un petit peu, avant de répondre à votre question, donc Dorothée Étiennette de Riquet, elle est mariée à Monsieur de Cambon, Oui. qui est donc le consul de Toulouse, grand consul de Toulouse, c'est l'équivalent de Jean-Luc Maudenc aujourd'hui, du maire. Et quand en 1792 les révolutionnaires viennent au château pour l'arrêter, il a fui à Paris et Dorothée refuse de leur dire où il est parti. Et ils l'emmènent, ils la prennent et vont la guillotiner à sa place. D'accord ? Et donc, l'ancienne propriétaire du château, donc Mademoiselle Fournier, quand elle vivait seule ici, nous disait qu'elle discutait avec le fantôme de temps en temps. Tout est parti de là. Tout est parti de là. De quelle année, là? Eh bien, écoutez, moi j'ai commencé, je suis arrivé ici en 1980, donc oui, à partir de ces années-là, quoi. Oui, disons, il y a... Donc, vous avez bien connu... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Personne équilibrée, c'était... Oui, personne équilibrée. Bon, maintenant, peut-être qu'en vieillissant, on peut se poser des questions, parce que bon, on croit ou on ne croit pas aux fantômes, hein, mais quand quelqu'un vous dit « je discute avec le fantôme », vous pouvez vous interroger. Oui, j'ai vu le fantôme de Dorothée, donc c'est elle qui le racontait. Ah, c'est elle, complètement. Mais elle ne disait que cela, j'ai vu. Elle discutait avec elle. Oui, j'ai discuté avec elle, mais elle ne disait pas, par exemple, le fantôme. J'ai offert, enfin, je caricature un peu, hein, vous me le permettrez. J'ai offert un café au fantôme, et d'ailleurs la soucoupe reste encore là. Non. La soucoupe un peu salie, non. Elle croyait au fantôme. Elle croyait manifestement au fantôme. Elle disait qu'elle le voyait. C'est ça la grande différence, Georges, entre voir. Ou voir, on vous donne des éléments objectifs. On dit « je l'ai vu à tel endroit ». Donc on peut par exemple tenter une photographie. Quand on vous dit « je discutais », c'est presque un fantasme plutôt qu'un fantôme. Et il n'y a rien de concret à part cela, à part qu'elle racontait l'avoir vu.
Alors après, donc, quand on a récupéré le domaine, le château, quand on a commencé donc, à faire des expositions, on avait exposé toute une tas de collections de maisons miniatures, de jouets anciens. Et les personnes, comme c'est vrai qu'à l'époque, l'accès au château était un peu facile et pas sécurisé, les personnes qui, en charge de l'exposition, propriétaires de la collection, dormaient sur place. Et c'est ça qui m'a un petit peu amusé, c'est que ces deux personnes à 1 ou 2 ans d'intervalle, sans se connaître, quand je leur ai posé la question, vous avez bien dormi hier soir? Les deux m'ont dit oui, sauf qu'à 3 heures du matin, et les deux m'ont dit 3 heures du matin. 3 heures du matin. À 3 heures du matin, j'ai été réveillé, quelqu'un marchait dans le château. Oui. Alors, là, on peut se dire... Je vais faire l'ultra sceptique. Hein. Alors voilà, mais bon, moi je suis pas... J'ai les pieds sur terre aussi. Hein. Oui, oui. Mais les deux, à 3 heures du matin, sans se connaître. Oui. C'est original. Sans se connaître officiellement. C'est ça. Mais ayant quand même un centre d'intérêt commun qui sont les maquettes. Donc, déclarant ne pas se connaître, mais ayant pu se rencontrer. Ah non, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, c'est ce qu'ils déclarent. Ah non, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est ce qu'ils déclarent. Oui, c'est ce qu'ils déclarent. Donc, je fais exprès l'avocat du diable, un avocat du diable très méchant. Hein? Oui. Hein? Ils ont fait un centre d'intérêt commun, qui était les maquettes. Donc, ils ont pu se rencontrer. Enfin, je fais le flic aussi, si vous voulez. Ils ont pu se rencontrer. Et donc, le premier a pu raconter au second, ah ben oui, à 3 heures du matin, et le second reprendre l'histoire à son compte. Je ne dis pas que ce scénario est le bon. Je dis que ce serait un scénario à explorer si on rencontrait ces deux personnes. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est le Sherlock Holmes. Parce que, vous avez compris. Parce que des bruits dans un château, d'abord, qui dit château, dit fantôme, qu'on le veuille ou non. Et c'est la chanson des frères Jacques. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage. Dans l'inconscient collectif, dans la culture collective, qui dit château, dit fantôme. Donc quelqu'un qui va dormir seul dans un château est un peu porté à entendre des bruits, ce qui n'a rien de paranormal, et peut-être à interpréter ces bruits, et à se dire, et non de Zeus, et si c'était le fantôme de ce château. Hein, bon. Oui, mais ces personnes ont dormi par sécurité, pour pas qu'on leur vole les expos. C'était pas dans un but... Sans savoir qu'il y avait un fantôme. Oui, sans savoir qu'il y avait un fantôme, mais en sachant qu'il y a un fantôme dans tous les châteaux. Peut-être. Hein, ça fait partie de l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif. Bon, mais c'est une très belle histoire quand même.